Bonjour à toutes et à tous. On est de retour après le succès critique et le succès d'estime de la vidéo du Motocultor. On retourne dans le 16e et on est fiers de vous présenter Vivement Doumanche, notre nouveau format sur la chaîne Hands Up. Alors loin des vidéos trop dynamiques et des montages épileptiques, on va vous faire des vidéos typées podcast, vraiment chill, qui va suivre un fil directeur qui sera toujours le même, des vidéos pour et par des gens pas vifs. Michel Drucker, le grand Michel Drucker, a dit très vite je suis le contraire de la mode, j'ai été démodé très tôt. Et ça tombe bien nous aussi, c'est la raison pour laquelle on vous propose un format vidéo qui aurait pu trouver sa place dans le YouTube du début des années 2010. Ouais, tout à fait. En termes de direction artistique, on s'est inspiré des exposés de 3e, c'est-à-dire, vous savez, les exposés de 5 personnes qui commencent à un quart d'heure de la fin, qui vous font rater le premier service à la cantine, et qui sont en fait des états des lieux, des synthèses de certaines questions un peu récurrentes, de problématiques qu'on trouve soit dans le milieu métal, soit dans l'industrie musicale en général. En fait, on prend un sujet et on fait une sorte de photographie d'état des lieux, de ce qui est dit, de ce qu'il y a à dire sur celui-ci. Et en donnant notre point de vue, évidemment, parce qu'il est particulièrement intéressant. Et pour cette première émission de Vivement Doumanche, on a décidé de vous parler d'un sujet d'actualité qui est très récurrent et qui est quand même d'une certaine importance dans le milieu, à savoir pourquoi en 2022, on sort encore des albums. Si on a choisi pour notre pilote cette question, c'est pas non plus totalement par hasard. En fait, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que fin octobre, il y a eu 2 sorties, à quelques jours d'intervalle, qui sont des sorties en fait importantes pour chacun son public. Il y a eu Eternal Ales de Darkthrone, dont la pochette avec le magnifique patineur apparaîtra ici, c'était mon montage. Et il y a eu The End So Far de Slipknot, ouais, dont la pochette dégueulasse apparaîtra par là. Sur ta tête. Sur ma tête, exactement. Et les 2 albums ont quand même pour point commun d'être nuls à chier, mais en fait, là où ils se distinguent, c'est que quand les artistes ont fait la promo respective de leur création, on leur a posé, pas nous personnellement, mais ils ont dû répondre à la question sur l'avenir de l'album. Et leurs réponses ont été radicalement différentes. Nocturno Culto de Darkthrone, qui défend une vision un peu conservatrice de la création et de sa diffusion, a dit que l'album était éternel, et que c'était le seul format valable, et qu'il perdurerait, quelles que soient les mutations de l'industrie musicale. Alors dans son côté, Sean Crahan de Slipknot, donc le clown du groupe, lui avait indiqué que potentiellement ce serait le dernier album de Slipknot, et non pas parce que le groupe allait terminer, mais parce que désormais, leur vision business, et qui s'adapte aussi au monde digital, dans la façon dont les gens consomment la musique aujourd'hui, la logique c'était plutôt des singles très réguliers, beaucoup plus de sorties, etc. Et donc la fin du format album tel qu'on le connaît. Et c'est un constat qui a été fait par d'autres artistes, notamment je sais qu'il y a Beyoncé qui avait pris la parole sur le sujet en disant qu'elle constatait qu'alors qu'elle est toujours dans une logique de sortir des albums massifs tous les 5-6 ans, etc., parce qu'elle met beaucoup de temps entre ses albums, bah c'est plus la logique des artistes contemporains, y compris dans des milieux, dans la musique urbaine, etc., où ils sortent plein de singles à la suite. Voilà. Et c'est vrai que la question de pourquoi on sort des albums, elle est plus ou moins polysémique, dans le sens où pourquoi on sort des albums interroge sur la façon dont on consomme. Pourquoi on sort en fait plusieurs titres. À l'heure du digital, on peut en sortir un par un. Et d'autre part, pourquoi on privilégie encore artistiquement les formats longs plutôt que des formats courts, type EP ou single. Tout à fait. Alors la première raison pour laquelle on a voulu faire cette vidéo, c'est aussi un constat qu'on a fait ensemble. On n'est pas les seuls à le faire et on le fait pas maintenant parce que c'est quand même assez vieux. C'est quand même qu'aujourd'hui, la musique, c'est avant tout et surtout le format digital. On le sait, on le voit partout, on utilise tous Spotify, on est en ce moment, on voit tous les gens balancer leur top sur les réseaux sociaux, et en abuser un peu trop. On voit qu'aujourd'hui tout passe par les réseaux sociaux et par le digital, peut-être même d'une importance qu'on se rend pas forcément compte au quotidien, parce que la transformation s'est faite naturelle, de CD à MP3 à streaming. En revanche, ce dont on se rend compte aussi, c'est que le métal, c'est pas un bastion de résistance, on va pas le dire comme ça, mais dans le métal, le format physique et le format album continuent quand même à garder cette certaine importance. Déjà parce que c'est une musique de passionnés, souvent pour et par des passionnés, qu'il y a beaucoup de collectionneurs. On voit d'ailleurs les formats reliquats de Maxwell qui marchent hyper bien parce que les gens aiment voir les collectionneurs. Il y a quand même beaucoup de gens en métal qui ont toute la discographie de leur groupe favori en album. Tu le vois pas forcément dans d'autres genres musicaux, peut-être avec la même importance et la même fréquence. Donc c'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais un peu l'idée, c'est de dire que quand on voit aussi les résultats d'ailleurs des CD, on a vu Slipknot qui a été numéro 1 en France, on est allé vérifier Lorna Shore par exemple, genre 76e en France, un truc mais alors hyper confidentiel. C'est relativement petit, ouais, et ça fait... Et ça paraît fou que ça soit 76e des ventes d'albums, c'est juste incroyable. On voit que les gens ont encore cette appétence pour acheter le format CD,
Et c'est d'ailleurs pas le même genre dans le milieu du rap, on trouve aussi ça. Lorenzo qui sort 100 pochettes d'albums différentes, Orelsan qui était un peu dans le même délire. On se retrouve cette logique, mais je trouve que dans le métal c'est vraiment magnifié. On trouve vraiment cette logique de gens qui aiment encore collectionner, qui aiment avoir le format album, qui tiennent à l'objet musique et pas uniquement à la musique en tant que telle. Et clairement, ça plus le fait que, notamment en fin d'année, il y a eu pas mal d'artistes qui ont pris position contre justement les injustes rémunérations de Spotify, font que des fois j'ai l'impression que dans le métal, on a tendance à oublier en fait à quel point le digital c'est gros, c'est immense et ça dévore en fait. Mais c'est l'avenir de la musique en fait. Toute l'industrie. En fait, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui l'avenir c'est le digital. La consommation digitale est immense. Tout le monde a Spotify, Apple Music, YouTube Music et que sais-je. La consommation fonctionne comme ça, les artistes fonctionnent sur ce schéma-là. Je sais pas si t'as vu, mais dans les tops Spotify, c'est là où on voit que ça va loin. Tu pouvais avoir des vidéos de tes groupes qui sont dans ton top, qui ont fait des vidéos pour Spotify en disant merci de m'avoir écouté, merci de nous avoir écouté, etc. C'est-à-dire que t'avais des vidéos des groupes qui étaient données. J'écoute des trucs plus mainstream que toi, donc c'est aussi pour ça, mais genre Volbeat, t'avais la vidéo des Gonzes, In Flames, c'était pareil. Tu sens qu'il y a cette mise en avant, y compris des artistes. Et aujourd'hui, la consommation digitale, c'est la consommation numéro 1 et de très loin. Clairement. D'ailleurs, en 2019, selon Goldman Sachs, en fait, a fait une étude récemment sur le marché de la musique. Et il y avait manifestement 341 millions d'abonnés sur un service de streaming payant. Soit dit en passant, Spotify pour l'immense majorité de tous. Et leur prévision, ce serait 1,2 milliard d'ici 2030, soit 4 fois plus en à peine plus de 10 ans. Non mais c'est énorme. Rappelons aussi que théoriquement, on va être quoi, 7 milliards. Ça veut dire on est déjà 7 milliards. On est déjà 7 milliards, ouais. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire un septième, genre plus de 20% de personnes auront un abonnement d'ici. C'est clairement le règne du digital et par définition, ça a des incidences pour les groupes eux-mêmes, mais ça a des incidences sur nos modes de consommation. Il y avait l'étude du Guardian sur les modes de consommation qui avait été hyper intéressante sur la façon dont ça fonctionnait et sur les conséquences que ça avait sur l'industrie musicale. Il y en a plein en réalité. La première conséquence à laquelle on peut imaginer, c'est que le fait de sortir de plus en plus de titres, des formats courts, pour maintenir un lien en permanence avec son public, bah ça veut dire qu'on est plus mis en avant, que ne serait-ce que sur Spotify, dès que tu sors quelque chose, t'es mis en avant, donc la tendance est plutôt de sortir régulièrement des singles ou des formats courts plutôt qu'un album tous les 5 ans, parce que t'as plus de visibilité, au-delà de plus de rémunération que ça peut entraîner. Donc déjà, il y a une première incidence sur la façon dont la musique est créée, c'est la répétition et la récurrence des sorties. Ça, par nature, il y en a quand il y a des revenus qui sont plus réguliers. Le deuxième point, en tout cas qui me semble assez évident, c'est que ça va faire privilégier les formats courts en fait. C'est que techniquement un album c'est quand même un boulot. Sortir 12 titres, 13 titres, c'est un boulot énorme. Il faut les écrire, il faut les sortir, etc. Si le message global c'est de dire qu'il faut sortir de manière plus récurrente, parce que de toute façon, vu la consommation des gens en format digital, qui est c'est le règne de la playlist en fait, les playlists d'actualité, etc. Donc vaut mieux sortir souvent peu de choses qu'un gros pavé. Playlist et tout, ce genre de choses. Exactement. Et donc forcément, ça aide plutôt les formats courts. Autant sortir un EP tous les ans et demi ou tous les 12 mois, un format court en tout cas, quelle que soit sa définition, single ou EP, plutôt qu'un gros album tous les 5 ans, quoi. C'est clair. Et d'ailleurs, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ce qu'avait précisé le PDG de Spotify. Qui avait eu un truc un peu lunaire, je sais plus exactement quand c'était, mais effectivement, il avait en substance dit que les artistes pouvaient plus désormais se permettre d'être présents tous les 4 ans, je sais plus quelle temporalité il avait employé, mais comme quoi ils avaient pour devoir, les artistes, d'entretenir un lien systématique et permanent, en fait dans la prolongation de ce que fait les réseaux sociaux, avec son public. Et que du coup la production artistique devait être systématique, devait être continue, quitte à être forcément plus court, parce que vous pouvez pas non plus... Mais c'est quand même putain de dramatique qu'au final, celui qui te dise quoi faire, c'est le patron d'une plateforme de streaming. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le type de la plateforme de streaming qui va te dire... C'est le mec qui distribue, en fait. Et en fait, la les gars, sortez plus d'albums, parce que c'est pour vous que je dis ça, c'est pour eux aussi, parce qu'ils gagnent du pognon. Mais c'est presque eux qui viendraient contraindre la façon dont... C'est le moment où, en fait, c'est clair que la distribution a supplanté la création, et ce mec sait que, actuellement, c'est lui qui représente, en tout cas financièrement, l'avenir de l'industrie musicale, et qu'il estime que pour être gagnant dans le système qu'il a lui-même créé, les albums n'ont plus de sens. En fait. Exactement, mais c'est un peu le constat global qu'on fait sur cette première état des lieux un peu schématique, c'est vraiment de dire, aujourd'hui le digital est partout, c'est la façon de consommer la musique, et même si dans le métal il y a quand même une certaine résistance, les gens sont encore attachés au vinyle, ils sont encore attachés, d'ailleurs pour les vinyles on renvoie naturellement à la vidéo qui a été faite par Doomdad, qui est vraiment... qui a fait une espèce d'état des lieux très complet,
sur pourquoi les vinyles ont augmenté, ce qui est vraiment le cas, ça a pris énormément. Puis même en volume, genre les rayons Fnac C'est à l'époque, t'avais un truc, maintenant t'as presque autant que les CD, enfin pas tout à fait autant, mais t'en as quand même beaucoup. Enfin, en fait, je sais pas si t'as plus, parce que vu que ça prend plus de place, Exactement. les rayons sont hyper fat. Mais maintenant, je sais pas s'il y a plus de références. Il y a 10 ans, c'était pas le cas, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de références qu'avant, donc on vous renvoie cette vidéo qui était hyper bien faite. Qu'on va mettre ici. Ouais. On va on vous annonce plein d'inserts, mais ça va sûrement planter au montage, donc ce sera dégueulasse, mais on vous a dit, c'est YouTube de 2010. Mais en tout cas, le constat, c'est celui-ci, c'est que tout est digital. Il y a un peu cette résistance côté métal, parce que les gens sont des collectionneurs, parce que les gens sont des passionnés de leur musique. La consommation de la musique métal est quand même pas forcément la même que dans d'autres genres, et donc du coup, on a quand même ce format physique qui reste. Et vu que le format physique reste, c'est le format album qui va rester aussi, parce que généralement, les deux sont intimement liés. Et en fait, c'est vraiment toute la contradiction de notre époque. C'est que, paradoxalement, l'industrie musicale se porte hyper bien. Les sites de streaming payants vont se développer, mais cette santé, en fait, ne bénéficie pas à ceux qui portent cette industrie, c'est-à-dire les artistes. Et c'est en ça que, à mon sens, l'album n'est pas prêt de s'arrêter, parce qu'il répond quand même à une nécessité économique qui est, en fait... Le fait que le streaming rapporte pas assez, en fait. Exactement. Techniquement, on n'a pas beaucoup de chiffres. On a regardé un peu sur Internet, on a essayé de faire un peu un benchmark de ce qu'on trouvait. Globalement, il n'y a que des informations contradictoires. Je pense qu'il n'y a que les artistes qui le savent. Et encore, si tant est que c'est pas les maisons de disques qui négocient pour eux, honnêtement. Ça reste opaque. Mais les chiffres qu'on a trouvés sont quand même assez édifiants. Je crois que celui qui avait l'air le plus documenté, c'était 0,39 centimes d'euros. Je dis bien 0,39 centimes d'euros le stream. Ce qui veut dire qu'en gros, il va falloir plus de 400 000 streams pour avoir 1600 balles avant charge et impôts. Donc en gros, vous êtes un groupe de 5, il vous faut un minimum 2 millions de streaming par mois pour taper un SMIC. Ouais. Ce qui sont des chiffres absolument hallucinants. Donc on comprend aussi que potentiellement le format album répond à cette logique économique de dire, quitte à faire un travail en studio qui va être assez long, etc., même si maintenant tu as des home studios, les conditions sont plus simples pour produire, malgré tout, sur certaines esthétiques en tout cas, c'est sûr. En fait, autant sortir un album, en plus du streaming, t'auras quand même ce format un peu physique. C'est ça. Il y aura des pressages vinyles, il y aura des CD, et c'est là-dessus où les artistes en fait arrivent à survivre. Par ailleurs, tu parlais un peu des coûts de production, et c'est quelque chose qui est hyper vrai dans le rap, avec notamment, tu sais, la légende de l'album à 10 000 euros. C'est comme quoi, en fait, genre PNL, le truc dans la légende, tout, du Mac à la carte son au micro, il coûterait 10 000 balles. Okay. C'est-à-dire les logiciels plus ça, ce qui est dérisoire. Ouais. Mais dans le rock, les coûts de production sont quand même encore relativement élevés. Et tu sais que si t'enregistres, autant de faire une grande session d'enregistrement, faire plusieurs titres, et justement pouvoir bénéficier derrière d'une sortie physique. Techniquement, on enregistrait 3, on enregistrait 8, ou 4 ou 9, je suis sûr qu'il y a une immense différence de prix qui justifie pas l'effort de le faire, etc. Tout à fait, ouais. C'est sûr que ça a pas privilégié potentiellement les formats courts, et ça va du coup de nouveau mettre en avant le format album. Mais je pense aussi que l'autre raison pour laquelle le format album devrait malgré tout pas se casser la gueule, que ce soit on va dire physiquement ou dans le nombre de titres, etc., c'est aussi l'aspect, produit dérivé au sens général. Bien sûr. On en revient à la collection. Les gens sont passionnés, les gens sont collectionneurs, les gens ont envie d'avoir leur édition spéciale, l'édition normale. Des fois on a vu qu'il y avait des produits dérivés qui devenaient complètement fous dans certains domaines où vous aviez des objets avec qui ressemblaient absolument à rien et des packs qui coûtaient 300 balles et qui vous offraient de la merde. Je sais plus quel média avait fait ce truc. C'est Radio Metal. On vous renvoie, genre, encore une fois, ici, genre, mais il y a Radio Metal qui, il y a peut-être quelques années, genre peut-être 5-10 ans, avait fait un top des box les plus insolites. T'avais ces connards de Belphégor qui vendaient leurs CD avec une... Tu sais, les vieilles grenades autrichiennes, là, les trucs, ça ressemble à un gourdin, mon pote, ça a aucune race. Ah ouais. Et je crois que le meilleur étant Legion of the Damned, qui avait sorti ça avec un service à fondu. Les mecs sont aussi suisses que moi, ça reste, tu vois. Genre, tu sais même pas pourquoi ils ont sorti ça. Intérêt. Et il y avait un magazine, Legend of the Damned, c'est-à-dire que j'ai pas le plaisir de connaître ces gonzes personnellement, quoi, mais je suis pas certain que leur vie soit... non, ça tourne autour. Non. Mérite un magazine, mais putain. Ça a aucun sens, mais du coup, on voit que les groupes potentiellement vont profiter de ce modèle album pour avoir des revenus qui vont être générés autour par des produits dérivés, par des éditions spéciales, des packages particuliers, etc. Faut aussi savoir que ces trucs-là, ça permet aussi de vendre très cher des choses qui, en termes de coût de production, valent que dalle. Black Sabbath avait sorti récemment, tu sais, des box de luxe sur ces albums cultes, avec notamment des rééditions, des machins. Basiquement, c'est un 3 LP, t'as juste une box en carton,
ils vendent ça 150 balles, quoi. Ah ouais, non, Alors qu'un double LP, c'est, c'est 35-40 mais complètement. dans le haut du panier, quoi. Mais je pense qu'ils profitent un peu de l'aspect passionné collectionneur. Ouais, et de l'aspect limité. Exactement, et ça fonctionne parfaitement dans le milieu du métal, mais c'est aussi une certaine réalité, et qui se comprend en fait. Et je pense que le troisième point, c'est que je me demande s'il n'y a pas un côté un peu réac. S'il n'y a pas un côté un peu réac, parce qu'on a toujours, on en verra après sur le côté artistique, même sur le côté économique, c'est que les gens aiment bien l'objet disparaît, et on a l'impression que du coup ça va potentiellement renforcer des gens qui à l'époque se disaient, quand il y a eu le MP3, tout le monde téléchargeait, etc. Les gens n'avaient plus rien à foutre du CD, et aujourd'hui où le CD disparaît, où les artistes galèrent, on a l'impression qu'il y a presque un retour du CD alors qu'il y a 3-4 ans on se disait le CD n'existerait plus, potentiellement parce qu'il y a un peu ce côté conservateur, en disant non, nous on veut garder les CD, on veut aider les artistes, on veut conserver cette idée derrière, alors qu'au fond les gens sont pas forcément plus motivés qu'il y a 4-5 ans, mais il y a ce côté un peu réac qui se met en œuvre. Il y a ça je pense aussi, et le fait que, encore une fois on renvoie à The Doom Dad, mais le vinyle a énormément augmenté, et le CD en termes de prix se casse vraiment la gueule, et si vous voulez vous faire une collection d'objets rapides et à vil prix, le CD c'est quand même relativement cool. Ouais. Tu sais, sur Giga Joseph, t'avais un côté genre 5 CD 20 balles ou un truc comme ça. Pour 100 balles, t'en as déjà 5 x 5. 25. T'inquiète. Et voilà, en fait, vous arrivez vite à avoir des beaux volumes. Là où maintenant, un vinyle, c'est. Ouais, voilà, encore une fois, genre, à la Fnac, c'est plus rare de trouver des trucs à 40 €, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Donc, ce qui est certain, en tout cas, c'est que ce qu'on peut en déduire de ce qu'on trouve sur Internet et des interviews qu'on a pu voir, etc., c'est qu'il y a quand même une logique économique derrière tout ça. C'est-à-dire que malgré tout, aujourd'hui, faire un album au format album et donc en format physique en plus du digital, ça répond à une logique globale qui va rapporter plus d'argent au groupe et qui permettra de pas tout répercuter sur les concerts quand ils sont en tournée, pour éviter que vous ayez à payer 80 balles pour être allé au Zénith et 55 balles pour être au Bataclan, où on sait que... Combien Metallica déjà 210 220 Beaucoup trop. Ouais, beaucoup trop. Mais donc, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, les prix des Zéniths sont devenus les prix des Bataclan. Ça augmente petit à petit comme ça. Et donc, aujourd'hui, ça répercute sur les formats albums. Et il y a un peu ce côté conservateur qui fait qu'on reste dessus. Et ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, hein, que ça n'ait pas tout dans le digital. Je préfère donner de l'argent dans la poche des artistes que dans la poche des actionnaires de Spotify. De Spotify, là, ouais. Putain. Ton militantisme doit perdre un gros. Hein. Dire ça dans le 16e, c'est moche. Hein. Et de fait, si la question se pose et s'est posée au cours de ces dernières années, c'est parce qu'on a étroitement lié l'album à la question économique, à la question de la survie de l'artiste et de sa façon de se rémunérer. Mais avant tout, il faut quand même ne pas oublier que l'album, c'est quand même une unité de base et une nécessité artistique avant tout. Ouais. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça que Nocturno Culto disait que l'album est éternel, qui traversera les âges et ce genre de choses. Parce que même historiquement, dans l'histoire de la musique, notamment des musiques actuelles et du métal en particulier, l'album, c'est une unité de mesure de l'histoire, c'est des pierres angulaires. C'est les talons, en fait. Exactement, ouais. Quand on pense à Metallica ou à Black Sabbath ou à n'importe qui, on plus que des... on raisonne en termes d'album et pas de titre. C'est ça, il y a quand même des titres qui sont absolument majeurs, mais quand on pense Metallica, on pense Master of Puppets, l'album, la pochette... Ou Injustice for All, le meilleur. C'est ça. Moi, j'ai aucun avis là-dessus, j'en ai rien à foutre. Tu sais que j'aime bien l'Aude. J'aime presque que l'Aude. Personne n'est parfait. Et voilà. De fait, c'est aussi, notamment dans le métal, où il y a une très forte histoire esthétique. Les albums, c'est des pochettes. C'est des pochettes qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué les inconscients. C'est des mascottes sur les pochettes qui ont justement façonné tout un univers derrière, dans lequel on s'est tous plus ou moins identifiés. Maiden, il y en a plein qui utilisent ça. Ouais. Ce qu'on retrouverait pas d'ailleurs dans un format single ou des multiplications de formats courts. C'est ça. Un groupe qui a 54 hippies, ça aura pas le même impact qu'un groupe qui va avoir 6 albums bien structurés, avec des concepts, etc. En fait, c'est ce que m'a dit Anders Frieden quand je l'ai interviewé récemment donc, au Bataclan. Quand je lui ai posé la question, chanteur d'In Flames, pour ceux qui ne le sauraient pas. Quand je lui ai posé la question, en fait, il était presque surpris par la question, parce que pour lui, je pense que d'ailleurs pour la même chose que pour ce qui a été dit pour Darkthrone, en fait, l'aspect artistique qu'ils donnent à leur titre, donc on pourra contester l'aspect artistique de leurs derniers albums, mais eux, ils le voient que dans le format album. Sous-entendu, on a un parti pris, on a un objet, on a quelque chose à dire, et on peut pas le dire en 2 titres. On va le dire dans un tout cohérent, qui fait 8, 9, 10 titres, peu importe, mais l'album est le format cohérent, l'unité de base, de mesure de l'élément artistique pour la musique métal. Et on retrouve quand même cet argument régulièrement, d'avoir des groupes. Alors il y en a certains sur lesquels ça va être moins de titres, parce que le message qu'ils ont à faire passer s'y prête à moins de titres. L'important c'est la cohérence en réalité. La cohérence peut se retrouver en 3 et 10 titres, mais quand vous avez vraiment un message à faire passer, ou une ambiance,
l'atmosphère à dégager, ça se dégage mieux en un certain nombre de titres plutôt que dans un single ou un concept très court. Ce qui est certain. Le problème qu'il peut y avoir avec ce format album côté artistique, c'est justement quand on plaide pour le tout album, c'est qu'il peut aussi y avoir certaines dérives. Et j'avais notamment un exemple qui me vient à l'esprit à chaque fois, c'était pour Children of Bodom. Entre l'album 8 Crew Death Roll et Are You Dead Yet, ils ont sorti un EP qui était Trash, Lost and Strung Out. Et clairement, il était plutôt dans la veine 8 Crew Death Roll, c'était vraiment du death mellow un peu trashisant, etc. Ils ont sorti Are You Dead Yet, ils ont mis le single de l'EP dans l'album. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dû se dire, bah l'EP il compte pas en fait, c'est un format court qui nous intéresse pas, donc on met le titre phare dans l'album. Sauf que du coup, t'as 8 titres ou 7 titres, je crois, hyper massifs avec un son beaucoup américanisé, etc. Et à la fin, t'as un titre qui a un son un peu trashisant. Il a rien à voir avec le reste de l'album. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu privilégier le côté album au détriment de la logique artistique. Et il y a aussi le problème des fillers, évidemment. C'est vrai que des fois... T'en as moins dans les formats courts, mais en même temps, les fillers, ça peut se retrouver aussi dans les EP, ou dans certaines fois, en fait, c'est des chutes de studio, et c'est la fin d'une collaboration. Ça peut être bien, des fois, notamment dans le cas de Cult of Luna, qui avait fait The Raging Rivers, qui est les chutes de studio de Down to Fear, qui faisait déjà 1h10. Mais... C'est Cult of Luna là-dessus, c'est quand même assez exceptionnel, c'est que les mecs sortent des albums d'1h20, c'est mortel, t'as des chutes, tu te dis c'est pas la peine de les sortir, les chutes c'est encore 40 minutes, et c'est 40 minutes qui sont quand même bien. Ça vaut particulier avec des titres hyper longs, c'est presque un cas singulier en fait dans ce type de musique. Ouais. Mais dans les trucs un peu ratés, tu peux avoir tu sais, t'as une collab entre Emma Rotrundle et un groupe de sludge qui s'appelle Zao, qui a sorti un album, très bien au demeurant, les mecs, 4 mois plus tard, sortent un EP qui est en fait les chutes de ça, et c'est nul à chier. Et ton travail en tant qu'artiste, c'est aussi de sélectionner ce que tu fais bien de ce que tu fais mal, et de pas non plus vouloir tout sortir, justement pour des impératifs économiques de type genre je vais represser en vinyle, je vais ressortir ça, ce genre de choses, alors que ça c'est clairement des problématiques du format album, c'est qu'il y a des fois des groupes qui savent qu'ils ont 4-5 titres qui sont vraiment top, et d'ailleurs la logique aujourd'hui c'est quasiment de sortir les 4 en single en avance de la sortie de l'album avec un clip, une lyrique vidéo, etc. Puis en fait tu découvres très peu de titres lors de l'album, et généralement les titres que tu découvres, c'est rarement les meilleurs. Et là, j'ai eu la chance par exemple d'écouter le dernier album d'In Flames qui est pas disponible, qui sort en février. Bah en fait, quand on regarde l'album, tous les singles qui sont sortis en amont, c'est les meilleurs titres. Et de loin en fait. Et du coup, t'as un peu ce sentiment de se dire, mais en fait, si vous vous forcez à faire un format album pour pondre 4 titres bons et 5 titres qui servent à rien, bah faites un format court en fait. Mais il y a cette logique, encore une fois, de cohérence artistique qui peut justifier qu'il le fasse. C'est aussi le fait que quand t'achètes un truc, tu préfères toujours avoir plus. Genre limite 10 titres, dont 5 que tu réécouteras pas, qu'un 4 titres absolument parfait, genre un petit où tu te dis merde, s'il y en avait eu plus. Exactement, ouais, qu'est-ce que ça aurait donné, alors que on sait ce que ça aurait donné, ça aurait donné un album moyen. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les esthétiques qui justement prônent le tout digital, les premiers étant bien évidemment les musiques urbaines, parce que ça s'y prête très très bien. Encore une fois, les coûts de production sont moindres. T'as aussi une difficulté de capter l'attention de ton auditeur, ce qui fait que si t'es pas présent tout le temps, ta fanbase est peut-être un petit peu moins fidèle que celle du métal, et donc va se déporter ailleurs. Sauf quand t'es vraiment hyper établi, où tu peux vraiment faire de ta sortie d'album un événement. Bien sûr. Ce qui est pas toujours le cas. Bien sûr. Mais dans ces esthétiques-là, il y a eu ces dernières années des très très belles, des très beaux scores sur des albums concept. L'album concept qui est vraiment l'aboutissement même de l'album, qui fait sens en tant que quantité simplement. Et il y a eu notamment Laylo qui a sorti il y a 2 ans maintenant, ou 1 an, je sais plus exactement, L'étrange histoire de Monsieur Anderson, qui est une espèce de récit qui met en exergue donc sa personnalité d'auteur, avec une espèce de double, tu vois, genre une espèce de doppelganger, ce genre de choses. C'est d'ailleurs assez drôle parce que t'as plein de tweets de fans de rap qui découvraient le truc de concept album, de type mais en fait tout fait sens, l'album doit s'écouter que d'une traite, parce que c'est une histoire et tout. Et c'est toujours assez drôle. En plus, ça me paraît logique en fait, quand on a connu les albums il y a 15-20 ans, 30 ans. On est dans les logiques d'un album, c'est première seconde à dernière seconde, et le tout est censé avoir une logique. Certains peuvent raconter une histoire en entier, quoi. Mais c'est aussi cool de voir que dans certaines esthétiques qui justement se déportent de plus en plus vers le tout single, l'album fait quand même de la résistance, et d'autre part a eu de très très beaux succès en tant qu'album et pas en tant que succession de titres. Et clairement, de toute façon, le concept album, c'est la logique de l'album poussée à son paroxysme. C'est presque même la justification même de l'existence d'un album, c'est un concept global et une cohérence. Donc, un récit en entier. Pas possible de conclure sur ce point-là, mais il est évident que l'album répond à une logique malgré tout artistique. C'est-à-dire que l'idée globale derrière, c'est 8, 10 titres, peu importe, qui ont une cohérence entre eux, tous les titres,
un message, une image derrière, et ça s'y prête davantage sur un format long comme ça que sur un format court. Mais encore une fois, non seulement il peut y avoir des exceptions, des cas où on n'a pas forcément de message à raconter ou autre, où c'est plus logique sur des formats courts, et surtout il y a forcément potentiellement des conséquences pas terribles, on en a donné 2, mais il y a quand même beaucoup d'exemples de fois où on s'est dit si ça avait un peu raccourci de 2 ou 3 titres, l'album s'en serait pas porté mal, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu, fut un temps, cette logique de toujours pousser des albums trop longs, 12 titres, etc. Il y a des titres qui font 30 minutes, je crois que c'est Raining Blood, et qui dure genre moins de 30 minutes. Ouais. T'as pas besoin de dire plus, en fait, c'est quasi un format court aujourd'hui. Pour Cult of Luna, c'est un single, et pourtant ça suffit à être cohérent en soi, en fait, parce que l'album est juste full cohérent. Donc c'est un peu l'image derrière, c'est l'album aujourd'hui répond quand même malgré tout, et a toujours répondu à une logique artistique, au même titre qu'une logique économique. Je pense que, à titre personnel en tout cas, on n'a pas fini d'interroger la légitimité du CD, son avenir, mais même si le marché de consommation de la musique enregistrée se transforme, peut-être que le CD peut-être que l'album perdra de sa prédominance. Peut-être que ce sera plus le maître étalon, peut-être que ce sera plus le seul format, peut-être que ce sera plus le format le plus utilisé, mais il me semble actuellement douteux de penser qu'il disparaîtra. Ouais. De la même manière que le CD a à un moment perdu de vitesse de manière et qu'on pensait qu'il incroyable, disparaîtrait d'ailleurs. et qu'il allait totalement disparaître, il reste, et je pense que l'album se maintiendra, et se maintiendra quand même à une certaine hauteur. Complètement. Au-delà de l'aspect économique, sur l'aspect artistique, il y aura toujours des artistes qui arriveront à justifier le format album, et ça devrait rester le format majoritaire. En tout cas, c'est mon point de vue aussi, je pense qu'il restera majoritaire, même si la prédominance aujourd'hui de certaines tendances à vouloir faire des formats courts, des singles, ça va peut-être sortir des groupes, de la playlist, exactement. Ça va peut-être faire sortir des groupes de leur zone de confort, et au final se disaient, franchement, avant on faisait des albums avec plein de fillers. Maintenant, on va peut-être faire des formats plus courts, plus récurrents, et au final, potentiellement, tout le monde y sera gagnant. C'est qu'on aura peut-être moins d'albums médiocres. On peut espérer. Et on profite de ces derniers instants avant de regarder France-Pologne pour vous rappeler quand même que... Tu devrais pas dire quand est-ce qu'on enregistre, parce que les gens vont voir qu'on met 8 mois à faire les montages et qu'on est nul, mais peu importe. Si, t'inquiète. Franchement, on en profite pour vous dire que c'est ok d'avoir Spotify. Franchement, sincèrement, je suis abonné, ce genre de choses. Mais n'oubliez jamais que Spotify, c'est quelque chose qui est pour vous, c'est votre confort, c'est votre plaisir, et que si vous voulez vraiment soutenir les artistes que vous aimez, les artistes que vous estimez dignes d'être soutenus, et à qui vous avez envie de financer des projets futurs, achetez leur vinyle, achetez leur CD, achetez des t-shirts, allez au concert. Il y en a plein en ce moment, c'est dur, ça remplit pas tellement de ouf, mais ce sera l'instant militant du 16e arrondissement. Exactement. Et voilà, c'était une nouvelle émission est terminée. J'espère que ce format un peu podcast vous a plu, parce qu'a priori il devrait y en avoir d'autres à l'avenir. Et donc on vous dit à tous et à toutes un bon dimanche, et on se retrouve pour la prochaine émission sur la chaîne Hands Up. À plus tard.